Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge au cœur d'un chapitre fondamental de votre programme d'AGGSP, le défi de la construction de la paix. On va s'intéresser à une période vraiment charnière, celle des mandats de Kofi Annan à la tête de l'ONU. C'est un moment où, après la guerre froide, le monde change, les guerres changent, et l'ONU est obligée de se réinventer complètement. Alors, comment on va organiser notre pensée? On va suivre un plan en 4 temps, un plan logique pour bien tout comprendre. D'abord, on va poser le décor, le contexte de crise des années 90. Ensuite, on verra la fameuse révolution Annan. Puis, le moment de vérité, le test du terrain, avec 2 études de cas. Et on finira bien sûr par une synthèse avec tout ce qu'il faut retenir pour le bac. C'est parti! Allez, première étape, on plante le décor. Imaginez la scène, on est au début des années 90, le mur de Berlin est tombé, c'est la fin de la guerre froide. Tout le monde parle d'un nouveau ordre mondial, on est plein d'espoir. Mais la réalité va être brutale. C'est la douche froide. Une nouvelle vague de conflits déferle, et ce ne sont plus des guerres entre États, mais des guerres civiles, à l'intérieur même des pays, d'une violence inouïe. Pensez à la Somalie, au génocide des Tutsis au Rwanda, à l'implosion de l'ex-Yougoslavie. Pour l'ONU, c'est un échec terrible, un véritable électrochoc. Et tout ce contexte nous amène à la question qui va être notre fil rouge, la fameuse problématique, exactement comme celle que vous devez construire dans vos dissertations. La voilà. Comment l'ONU, sous l'impulsion de Kofi Annan, a-t-elle tenté de réformer la sécurité collective et quelles ont été les limites de cette ambition? Vous voyez, c'est bien construit, d'un côté l'action, la tentative de réforme, et de l'autre le bilan, les limites. C'est cette tension qu'on va explorer. Alors justement, face à cette crise, un homme va essayer de changer les choses en profondeur. Kofi Annan. Quand il arrive à la tête de l'ONU en 1997, il est hanté par les échecs qu'il a vus de près. Son idée, ce n'est pas de faire quelques petites retouches, non. Son ambition, c'est de lancer une véritable révolution dans la manière dont l'ONU pense et agit pour la paix. Et le point de départ de cette révolution, c'est ce document fondamental, le rapport Brahimi, en 2000. Retenez-le bien. Ce rapport, il met les pieds dans le plat. Il dresse un diagnostic sans concession. Voilà pourquoi on a échoué. Et il propose des solutions. Fini les casques bleus impuissants. Il faut des mandats clairs, des missions robustes, avec les moyens d'agir. Et surtout, il martèle un concept nouveau et essentiel, le peace building. Alors ce mot peace building, ou consolidation de la paix, il est au cœur de tout. C'est la notion à maîtriser. Pour faire simple, le peacekeeping classique, c'est comme mettre un pansement sur une blessure. Le peace building, c'est le traitement de fond. On ne se contente pas de séparer les combattants, on s'attaque aux racines du conflit. On aide à reconstruire un État, un système judiciaire, une police, une économie. Bref, on essaye de bâtir les fondations d'une paix qui pourra vraiment durer. Et en 2005, Kofi Annan va encore plus loin. Il dit en substance, la paix durable, c'est comme un tabouret à 3 pieds. Il y a la sécurité, bien sûr, mais il y a aussi le développement économique et social. Et enfin, le respect des droits de l'homme. Si vous enlevez un de ces 3 pieds, tout s'écroule. Sécurité, développement, droits humains, ces 3 piliers sont totalement indissociables. C'est une vision globale qui reste incroyablement pertinente aujourd'hui. Bon, tout ça, c'est la théorie. C'est ambitieux, c'est une belle vision, mais est-ce que ça marche dans la vraie vie? Pour le savoir, il faut aller sur le terrain. C'est le moment du crash test. Et on a 2 cas d'école qui ont servi de véritables laboratoires pour l'ONU à cette époque. Le Timor oriental, qu'on appelle aussi Timor-Leste, et le Kosovo. Et là, attention, ce que l'ONU va faire, c'est du jamais vu. On parle de néo-trusteeship. En gros, c'est une sorte de mise sous tutelle internationale. Quand un État est totalement effondré par la guerre, l'ONU arrive et prend temporairement les commandes. C'est elle qui gère la police, la justice, l'administration, les élections. Elle devient en quelque sorte l'État par intérim. Et si on compare les 2 expériences, les résultats sont frappants. C'est un point d'analyse essentiel pour le bac. Au Kosovo, c'est un peu le désordre. L'ONU, l'Union européenne, l'OTAN, tout le monde intervient, mais le leadership est divisé. Résultat, un bilan très décevant. À l'inverse, au Timor, c'est l'ONU et elle seule qui pilote. Le commandement est unifié, clair, et les résultats, notamment sur le plan du développement, sont bien meilleurs. La leçon, c'est que la structure de l'intervention est absolument décisive. Mais attention, et c'est là qu'il faut faire preuve de nuance. Il ne faut surtout pas dire Timor égale succès et Kosovo égale échec. C'est plus complexe. Même au Timor, ce fameux succès, il y a de gros problèmes. On a reproché à l'ONU d'appliquer un modèle préapporté, un one size fits all, sans assez tenir compte de l'histoire locale, des rivalités politiques. Et la preuve, c'est qu'en 2006, une grave crise éclate et tout manque de s'effondrer. Ça montre bien toute la fragilité d'une paix construite de l'extérieur. Bon, après tout ça, il est temps de synthétiser. Concrètement, qu'est-ce qu'on retient? Quels sont les arguments et les exemples clés à avoir absolument en tête pour une copie de bac sur ce sujet?
Voilà votre fiche de révision express. C'est votre boîte à outils. Les notions clés à maîtriser, les acteurs et dates incontournables et les exemples précis pour illustrer. Et je le redis, l'exemple du Timor-Leste, c'est de l'or en barre pour une disserte. Il vous permet de construire une argumentation nuancée, vous montrer l'ambition des réformes, leur application avec un succès relatif, mais aussi leurs limites très concrètes. C'est exactement ce qu'un correcteur attend. Et pour finir, comme toujours, une question d'ouverture, parfaite pour terminer une conclusion et montrer votre capacité de réflexion. Aujourd'hui, face au conflit actuel, cet héritage de Kofi Annan, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est une inspiration, un modèle à améliorer, ou est-ce que c'est plutôt une leçon un peu amère sur les limites profondes de ce que le multilatéralisme peut accomplir? Le débat est ouvert.